Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des erreurs que l'on fait souvent quand on débute dans l'alimentation IGBA. Ce sont des erreurs que moi aussi j'ai faites pour la plupart, donc pas de panique, ne culpabilisez pas si vous vous retrouvez dans un ou plusieurs de ces travers. Le but, c'est de les repérer pour les corriger facilement. La première erreur que l'on fait souvent, c'est de se focaliser uniquement sur l'index glycémique des aliments. Je vous explique, quand on découvre cette alimentation, une des premières choses que l'on apprend, c'est que les aliments sont classés dans un tableau de 4 colonnes entre IG très bas, IG modéré et IG élevé. On essaye donc de se concentrer sur les 2 premières colonnes pour avoir une alimentation IG bas, ce qui est plutôt logique. Beaucoup des repères qu'on pouvait avoir sur les aliments sont perturbés et on se raccroche à ce tableau pour savoir quoi manger et c'est assez rassurant. Le problème, c'est que pour avoir une alimentation équilibrée et atteindre des objectifs physiques, l'index glycémique n'est pas la seule donnée à prendre en compte. Il y a également d'autres facteurs qui sont très importants, comme par exemple l'équilibre des macronutriments. Alors les macronutriments, vous savez, ce sont ces fameux glucides, lipides, protéines. Il va falloir que l'équilibre à l'intérieur de ces macronutriments correspondent à vos besoins énergétiques. Par exemple, 2 aliments IGBA comme le saucisson et les épinards. Donc ils sont bien IGBA, ils appartiennent bien à la même colonne. Pourtant, ils ne vont pas du tout avoir le même profil au niveau des macronutriments et ils ne vont pas apporter le même type d'énergie au corps. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important. Autre facteur important, ça va être la quantité des portions que vous mangez. Vous pouvez manger des aliments qui sont uniquement IGBA, mais si vous en mangez trop par rapport à vos dépenses énergétiques, par rapport à vos besoins corporels, vous allez quand même soit ne pas perdre du poids, soit voire même stocker sous forme de graisse. Donc là aussi, c'est quelque chose de très important. Et je pense aussi à un autre facteur comme la charge glycémique. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir cette vidéo dans laquelle j'ai essayé d'expliquer le plus clairement possible la différence entre index glycémique et charge glycémique. Mais là aussi, c'est une notion qui est importante à prendre en compte. Donc je ne dis pas du tout que les index glycémiques ne sont pas importants. Au contraire, c'est la base, le fondement de cette alimentation. Mais si on veut arriver à des résultats, que ce soit des pertes de poids, de confort digestif, d'énergie, eh bien on n'y arrivera pas si on se concentre uniquement sur l'index glycémique. Il faudra prendre en compte également d'autres facteurs. J'en profite pour vous dire, si vous débutez dans l'alimentation IGBA, j'ai créé une liste des aliments essentiels à avoir. Si ça vous intéresse, vous pouvez télécharger gratuitement ce document. Le lien est dans la barre d'infos. La deuxième erreur que l'on fait souvent quand on débute, c'est de vouloir tout changer tout de suite. Quand on commence un nouveau régime alimentaire, on a envie de révolutionner d'un coup toute sa façon de faire. Moi, la première, je suis quelqu'un d'assez entière et s'il y a quelque chose qui me plaît, je me donne à fond. Mais c'est vraiment pas ce que je vous recommande dans l'alimentation IGBA parce que ce n'est pas un régime ponctuel sur quelques semaines, mais bien des nouvelles habitudes alimentaires à prendre pour le reste de la vie. Donc, le temps d'horizon est vraiment différent. On sait que quand on change d'habitude alimentaire, ça demande beaucoup d'efforts. Il faut changer sa façon de faire les courses, de cuisiner, trouver des nouvelles recettes. Donc au début, ça se passe très bien parce qu'il y a l'attrait de la nouveauté. Et puis petit à petit, ça finit par s'estomper, surtout quand la vie reprend le dessus. Et elle finit toujours par reprendre le dessus, que ce soit des grosses journées de travail, des soucis avec les enfants ou que vous soyez malade. Et à ce moment-là, vous aurez des problèmes bien plus importants que le contenu de votre assiette à gérer. Alors pour éviter ça, moi ce que je vous conseille, c'est de vous construire progressivement de nouvelles habitudes, de nouvelles routines. C'est ce qu'on appelle la théorie des petits pas. On avance doucement mais de façon continue et progressive. C'est vrai que se construire de nouveaux réflexes, de nouvelles routines, c'est moins rapide et c'est parfois plus frustrant qu'un régime très draconien qui va avoir des résultats immédiats. Mais par contre, c'est toujours gagnant sur le long terme. Donc comment on peut faire concrètement? Plutôt que d'appliquer un plan alimentaire général qui ne va pas du tout s'adapter à vous, vous pouvez choisir d'abord de transformer un de vos 3 repas, comme par exemple le petit déjeuner. Puis quand vous aurez acquis des réflexes et des nouvelles habitudes pour votre petit déjeuner, vous pourrez passer à la suite. Une autre façon de faire, c'est de repérer vos points faibles. Ce qui pose problème dans votre alimentation, c'est peut-être les desserts à la fin du repas ou le pain, et de voir comment vous allez pouvoir remplacer ça par des alternatives IGBA. Et puis une fois que ça sera bon, vous pourrez passer là encore à la suite. La troisième erreur que l'on trouve souvent, c'est d'utiliser beaucoup d'édulcorants.
Vous le savez, le sucre blanc, le sucre raffiné, c'est une vraie catastrophe pour notre organisme. Notre corps n'est pas du tout fait pour manger des doses importantes de sucre raffiné comme on en trouve dans les produits industriels ou très transformés. C'est pour ça que quand on passe à l'alimentation IGBA, une des premières choses que l'on cherche à supprimer et substituer, c'est le sucre très raffiné. On peut être tenté pour ça d'utiliser des édulcorants. Les édulcorants, ce sont ces produits chimiques ou naturels qui vont reproduire le goût du sucre. Ils sont intéressants parce qu'ils ne vont pas provoquer de pic de glycémie dans le sang. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on cherche dans l'alimentation IGBA. Par contre, ils posent plusieurs problèmes. D'abord, ils ne déshabituent pas du tout du goût du sucre auquel on est si accro. Voire pire, ils l'entretiennent plus parce que souvent, ils ont un pouvoir sucrant plus fort. Et donc, en général, le dosage est un petit peu plus fort que lorsqu'on utilise du sucre raffiné. Et puis il y a aussi des problèmes quant à la provenance. C'est vrai que certains sucres comme l'aspartame sont vraiment déconseillés pour la santé, donc là aussi méfiance. Alors qu'est-ce qu'on fait si on ne peut pas utiliser le sucre blanc ni les édulcorants? Eh bien la meilleure solution, c'est d'utiliser des sucres naturels comme par exemple le miel d'acacia, le sirop d'agave, le sucre de coco ou encore le xylitol. Même si c'est un sucre qui utilise des procédés industriels, il est quand même intéressant, et surtout de les utiliser en quantité moindre, c'est-à-dire de progressivement baisser les quantités que vous utilisez dans vos préparations. Alors au début, ça va vraiment être un tout petit peu, puis un quart, puis peut-être jusqu'à la moitié, mais pour se déshabituer des goûts très forts en sucre dont on a l'habitude. La quatrième erreur, c'est de ne pas assez manger de façon consciente ou inconsciente. De façon consciente, ça va par exemple être dans le cadre d'un régime alimentaire strict où la personne va vouloir rapidement perdre du poids. Pour y arriver, elle va réduire de façon importante la quantité de ses portions. Et de façon inconsciente, c'est un petit peu plus subtil. Il faut savoir que l'alimentation IGBA fait la part belle aux légumes. Et c'est vrai que quand vous mettez beaucoup de légumes dans votre assiette, ça prend de la place dans votre estomac et vous n'avez pas forcément faim pour le reste. Mais de toute façon, que ce soit de façon consciente ou inconsciente, de ne pas manger assez, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. C'est toujours néfaste pour l'organisme et je vous explique pourquoi. Quand vous ne mangez pas assez, votre corps va puiser dans ses réserves, donc vous allez peut-être effectivement perdre du poids pendant quelques semaines et puis vous allez vous mettre à stagner, c'est ce qu'on appelle les plateaux. Pourquoi? Parce que votre corps s'est mis en mode famine. Tout simplement, vous avez ralenti votre métabolisme. Et le métabolisme, c'est quoi? C'est l'énergie en calories que votre corps dépense au repos pour faire fonctionner ses organes. Et quand le corps repère que vous n'apportez pas suffisamment d'énergie, eh bien il va se mettre en mode économiseur d'énergie, en mode veille pour consommer le moins de calories possible puisqu'il a compris qu'il n'en avait pas beaucoup pour fonctionner. Donc c'est vraiment contre-productif. Un autre problème que l'on va rencontrer souvent quand on ne mange pas assez, ce sont ces pulsions sucrées ou ces pulsions alimentaires. Parce que là aussi, c'est un mécanisme de défense du corps. Il essaye de vous pousser à manger et ça va être difficile d'y résister. Il ne s'agit pas de psychoter ou de se trouver des excuses pour plus rien faire. Mais par contre, vous pouvez vous faire accompagner pour calculer votre métabolisme de base ou savoir votre ratio de macronutriments que vous devez privilégier par rapport à vos besoins énergétiques. Là encore, le but, c'est vraiment d'avoir un plan alimentaire qui soit personnalisé et qui vous convienne vraiment. La cinquième erreur, c'est de manger toujours la même chose. On a vu, c'est pas facile de trouver des menus, des idées qui nous plaisent, qui plaisent aussi à notre famille et puis qui correspondent à nos besoins énergétiques. Donc quand on a trouvé des choses qui nous conviennent, on est très tenté de faire du copier-coller 7 jours sur 7 et on mange toujours la même chose. C'est quelque chose que vraiment je ne vous recommande pas de faire parce que sûrement ça va créer des carences. Vous allez passer à côté de certains minéraux ou de certaines vitamines et puis surtout ça va créer de la lassitude et au bout d'un moment vous allez décrocher. Et on l'a vu au début, c'est vraiment une alimentation qu'il faut voir sur le très long terme. Donc il faut apporter de la diversité à vos assiettes. Pour vous aider à trouver des idées et à varier les menus, la première chose à faire, c'est de se baser sur les fruits et légumes de saison. C'est une très bonne base. Une autre astuce, c'est de veiller à avoir de la couleur dans ses assiettes. En plus d'être appétissant, les légumes, les fruits qui ont des couleurs comme ça très variées, c'est souvent le reflet de vitamines, de minéraux qui sont variés. Donc ça peut être une bonne piste à suivre. Et puis enfin, moi je vous encourage à trouver des comptes, que ce soit sur Instagram ou des chaînes YouTube qui vont vous donner des idées. Alors soyez par contre vigilants quand
quand vous les sélectionnez, à toujours prendre des chaînes qui vous inspirent, qui soient bienveillants et qui ne vous culpabilisent pas. Le but, c'est vraiment pas de se taper sur la tête et de se dire « Ah mais moi je fais pas aussi bien que ça ». C'est plutôt de se dire « Tiens, moi qu'est-ce que je pourrais faire en adaptant à mes besoins et à mon profil ». C'est toujours ça la clé. Écoutez, ça fait un moment que je parle, donc je vais m'arrêter là. Je veux pas que la vidéo soit trop longue. J'avais d'autres erreurs à vous partager, mais si vous êtes intéressés, dites-moi en commentaire. Et puis, si je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont intéressées, je vous filmerai la suite avec plaisir. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé, eh bien n'hésitez pas à la liker, ça soutient mon travail, à la partager pourquoi pas, et puis pensez à vous abonner à la chaîne pour retrouver bientôt d'autres recettes et d'autres informations sur l'alimentation IGBA. Moi je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.